Bonjour peuple africain dans le monde. Je voudrais attirer l'attention de tout le peuple africain. L'Afrique, c'est notre terre. L'Afrique appartient au peuple africain et non à l'entreprise Bolloré. Le groupe Bolloré n'est qu'une entreprise mafieuse. Le groupe Bolloré n'est pas là pour le bien de notre continent qui est l'Afrique. Le groupe Bolloré n'est qu'une entreprise de pillage immense des minerais. Le groupe Bolloré est égal France-Afrique. Le groupe Bolloré arme des dictateurs que nous combattons. Des dictateurs que nous combattons en tant qu'activistes des droits de l'homme. Nous nous battons contre ces groupes des multinationales véreux qui exterminent des millions et des millions de vies. Le groupe Bolloré, à quoi sert-elle dans nos terres en Afrique? Est-ce qu'elle apporte le bonheur à chaque peuple africain? Est-ce qu'elle a apporté le développement chez nous en Afrique? Est-ce que le groupe Bolloré a apporté des solutions grandioses du développement en Afrique? 0-0. Le groupe Bolloré est chez nous en Afrique pour les pillages immenses de nos ressources minières. Le groupe Bolloré, une grande mafia au Gabon, a appauvri ce pays immensement. Le groupe Bolloré, elle fait quoi dans nos terres en Afrique? Ouvrons les yeux, peuple africain. Peu importe que les gens aient des doubles nationalités, mais nous devons comprendre que nous sommes africains avant tout. Le groupe Bolloré, à quoi sert-elle dans nos terres en Afrique? Est-ce que nos terres en Afrique ont besoin des grands hectares d'huile de palme? 0-0, ça ne sert à rien. Le groupe Bolloré, qui s'entreprend dans des grandes activités de palmiers, d'huile de palme, ne sont que là pour se faire du fric derrière le peuple africain. Est-ce que chaque Africain qui travaille dans les hectares de Bolloré gagne-t-il immensement un salaire digne de ce nom? Je ne pense pas. Le groupe Bolloré est une mafia. Tout le peuple africain doit prendre conscience que pour libérer notre continent, qui est l'Afrique, pour en découdre avec tout système de dictature, nous devons être catégoriques et fermes vis-à-vis des sociétés mafieuses, vis-à-vis des sociétés très dangereuses, genre comme l'entreprise de Bolloré. Bolloré est une entreprise d'armement. Bolloré est une entreprise de sang. Bolloré est une entreprise qui donne des armes à des dictateurs pour tuer immensement le peuple africain. Bolloré donne aussi des armes à Boko Haram, qui n'est qu'une cellule fabriquée par l'Élysée pour déstabiliser notre continent qui est l'Afrique. Pourquoi? À cause des pillages de plusieurs minéraux. Peuple africain, le groupe Bolloré est aussi derrière la mafia des détournements d'or au Gabon.
Regardez vous-même. Nous avons tant de preuves. Le peuple gabonais souffre immensement sur la terre gabonaise qui est leur terre, sur la terre de leurs ancêtres qui est leur terre. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Nous ne sommes pas là pour faire du sketch. Nous ne sommes pas là pour faire du théâtre. Mais nous sommes là parce que nous voulons que des générations futures bénéficient d'une vie meilleure que les générations qui étaient sacrifiées. Nous sommes là pour dire que nous avons fait plusieurs rêves que l'Afrique sera une Afrique meilleure pour les générations futures. Peuple africain, ouvrons les yeux grandement. Qu'est-ce que la France a apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que cette France de merde a donné à l'Afrique? Qu'est-ce que cette France de merde a apporté à l'Afrique? Colonisation 0-0. Ce n'était que exploitation des êtres humains et pillage immense des ressources sous terre africaines. Ouvrons les yeux. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus. Bolloré. Bolloré, est-ce que Bolloré est Dieu? Est-ce que la terre africaine appartient à Bolloré? Les trains en Afrique, Bolloré est là. Les trains en Afrique, Bolloré est là. Les grands hectares des champs de palmiers, c'est Bolloré. Les aéroports, quand vous regardez bien, construction, Bolloré. Les routes, Bolloré. Les voiries dans certains pays africains pour ramasser les ordures, Bolloré. Mais attendez, Bolloré n'est que la France-Afrique. Bolloré n'est que un mafieux. Bolloré est égal, pire que Foucard, l'homme fort de la France-Afrique. Ouvrons les yeux, peuple africain. Nous avons tant des archives que Omar Bongo, l'élève et le professeur en même temps du jeu de la France-Afrique. Une mafia immense et très dangereuse. Exterminer immensement le peuple gabonais, le peuple africain. Ouvrons les yeux. Quand vous regardez bien la mafia qui se déroule dans notre continent en Afrique, si on regarde bien derrière, qui est derrière? Vincent Bolloré. Vincent Bolloré. Aujourd'hui, vous croyez que la France est dirigée par le président Emmanuel Macron? Non. Emmanuel Macron n'est qu'une façade. Mais ceux qui dirigent notre Afrique, en réalité, je veux vous le dire, les multinationales, c'est eux. Les multinationales véreux, comme Vincent Bolloré, comme Total, comme Areva, c'est eux. C'est eux qui exterminent immensement des vies en Afrique. C'est eux qui font des femmes en France à la défense. J'ai des amis qui travaillent dans ces immeubles. Il y en a qui m'ont dit, à partir de 19h, 20h, tout le monde doit sortir. Mais il y a des directeurs, il y a des PDG dans chaque étage. Il y a des PDG, 2 ou 3 qui restent. Et il y a des secrétaires qui restent. Il y a des cris là-haut. C'est-à-dire, il y a des sexes qui se passent dans les bureaux. Les PDG ont des rapports avec des secrétaires, des femmes, des gens mariés. Pourquoi? Pour leur donner des positions hautes dans les compagnies. Mais c'est aberrant. C'est de l'abus. C'est de l'esclavagisme.
Vous voyez, l'esclavagisme sexuel dans des entreprises Areva, dans des entreprises Total, dans des entreprises également de Vincent Bolloré. Bolloré est un mafieux, peuple africain. Avez-vous peur? Avez-vous peur de cette justice qui protège les mafieux? Avez-vous peur de cette justice qui essaye de faire trembler les Africains qui se lèvent? Non, nous devons défendre notre cause. Nous sommes des peuples martyrisés, pas qu'aujourd'hui, depuis le temps des temps jusqu'à aujourd'hui. L'esclavagisme, on nous a toujours fait savoir, on nous a démontré que l'esclavagisme était aboli, mais en réalité, non, l'esclavagisme, elle continue. Elle continue avec plusieurs différentes formes. Excusez-moi un instant, je vais prendre le pied pour poser ma tablette. Et je vais vous mettre certaines vidéos sur l'exploitation de palmiers chez nous en Afrique. Excusez-moi un instant. Nous avons fait l'école. Nous étions à l'école. À l'école, on nous a appris, on nous a appris pas mal de choses. Être intelligent dans le domaine de scolarité ne veut pas dire être idiot, ne veut pas dire accepter les bêtises. Il y a l'intelligence de l'école, mais il y a l'intelligence que Dieu a mis dans les cerveaux de l'être humain. Dans l'être humain en lui-même, il y a des gènes d'intelligence que Dieu a mis. L'école, il y a l'école pour apprendre à lire et écrire. Et il y a l'école de la vie. Et il y a l'école pour ouvrir les yeux des êtres humains aveuglés et dormis. Si nous ne faisons pas attention, l'Afrique va disparaître. L'Afrique ne sera plus aux Africains, mais va appartenir à ces Occidentaux que je surnomme depuis 666. Les multinationales sont les arrière-petits-fils de Hitler. Oui, les multinationales, ils sont plus dangereux que Hitler. Ouvrons les yeux. Voilà, c'est parti. Vous allez suivre. Le président Emmanuel Macron, il sait que moi je suis un résistant, un guerrier, un résistant né avec. Le président Emmanuel Macron, lui-même, il a dit à ses députés, il a dit à certains de ses députés que moi j'ai eu à aider. Pour qu'il ait le plein pouvoir. Le président Emmanuel Macron, il a toujours dit, le tien, il a une tête. Le tien n'est pas un voyou. Le président Emmanuel Macron a toujours dit
à des officiers. Celui-là, François Hollande avait dit à l'époque que c'était un terroriste, mais ce n'est pas un terroriste. On levait moi le dossier qu'on l'a pointé cet homme de terroriste. Cet homme, il parle parce qu'il veut la libération de l'Afrique. Cet homme, hein, nous connaissons de quelle famille il sort. Son père, nous savons que son père était un homme d'affaires. Et nous savons qui étaient ses oncles au Congo. C'étaient des anciens présidents de la République. Mais mes oncles, ils ne sont pas volés. Hein. Ils ne les ont pas volés comme Sassou. 8% de merde qui encourage le jeu de Vincent Bolloré. De merde. Palme est sous pression. Déforestation, déplacement arbitraire de population, cancer, les accusations pleuvent. Les détracteurs de l'or rouge, toit rouge. Des attaques ciblées venues principalement d'Europe. À de nouveau, on invoque les fabricants d'huile de colza, de tournesol ou de soja. De gros lobbies sont en jeu. La guerre des huiles date de 2003, depuis que l'huile de palme est devenue la moins chère et la plus consommée au monde. Lassée de voir son produit diabolisé, la filière africaine organise la défense d'un aliment millénaire pour les Africains. C'est en effet à Abidjan que s'est déroulé, du 10 au 13 juin 2013, le premier congrès africain de l'huile de palme. Près de 200 participants ont répondu présents, en provenance d'une douzaine de pays du continent, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Gabon, Libéria, Nigeria. Ils ont également fait le déplacement depuis l'Europe, les États-Unis, la Malaisie et l'Indonésie. Au total, 26 pays étaient représentés à Abidjan. Ce premier congrès est l'occasion pour les pays producteurs africains de poser les fondements d'une plateforme d'échange entre tous les acteurs de la filière sur le continent, a assuré dans son allocution d'ouverture Mamadou Koulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture. Aujourd'hui, l'exploitation du palmier à huile couvre 15 millions d'hectares sur la planète. Sur les 55,3 millions de tonnes d'eau rouge produites en 2012, 28,5 millions de tonnes proviennent d'Indonésie et 19 millions de tonnes de Malaisie. À eux seuls, ces deux pays totalisent 87% de la production mondiale. Le continent ne représente plus que 3,8% de la production mondiale contre 80% dans les années 1960. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un exportateur net d'huile de palme. Seul le Nigeria, 5e producteur de la planète, fait figure honorable sur l'échiquier mondial. Malgré tout, le palmier à huile fait toujours vivre 50 millions d'Africains et de nombreux pays tropicaux ont décidé d'en faire un axe stratégique de leur développement. 28 millions de tonnes supplémentaires d'huile végétale devront être produites chaque année d'ici à 2020 dans le monde, selon la Banque mondiale. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, le déficit en or rouge est estimé autour de 800 000 tonnes par an. Pour favoriser le développement de la filière africaine, la profession a répondu aux attaques dont elle fait l'objet lors de la conférence d'Abidjan. L'huile de palme nocive pour la santé humaine? Elle n'a pas d'atout diététique, mais ce n'est pas un poison pour autant, assurent les experts. La déforestation, sur les 21 millions d'hectares de forêts primaires disparues entre 1990 et 2005, 3 millions sont imputables à des palmeraies, et principalement en Asie. Les excès de l'Indonésie et de la Malaisie, décriés par la communauté internationale, libèrent un espace pour l'Afrique. Pour la Banque mondiale, l'huile de palme est un produit important pour la sécurité alimentaire. C'est l'un des produits d'origine végétale les plus consommés dans le monde. L'huile de palme est utilisée comme ingrédient dans de très nombreux produits. Elle affiche une très grande productivité permettant d'économiser des surfaces de terres cultivables pour d'autres cultures. Et son exploitation permet de réduire la pauvreté et d'augmenter l'emploi dans le monde rural. Après un moratoire entre 2009 et 2011, la Banque mondiale soutient donc à nouveau l'huile de palme, mais dans le cadre d'une production certifiée et durable. Bloquée par les contraintes foncières, l'Asie ne pourra pas répondre à la croissance de la demande mondiale. L'avenir de l'huile de palme est en Afrique. Voilà. Donc, nous avons suivi ce qu'ils ont dit. Hein? Et en même temps, ils ont même dit création d'emplois. Hein? Et combattre dans le domaine de la pauvreté, grandement fou. La pauvreté, elle est immense en Afrique. Regardez Emmanuel Macron, le grand professeur,
du changement climatique qui a fait appel aux saute-moutons dictateurs de venir pour la conférence climatique. Hein? Les dictateurs sont venus en courant. Vous avez Ali Bongo, qui n'a pas gagné aux élections. Vous avez 8% qui n'a pas gagné aux élections. Vous avez Paul Biya, le grand porteur des couches, qui vide immensement les couches en France. Hein? Parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de couches qui vont en direction de la Côte d'Ivoire, même en direction du Gabon, parce que Ali Bongo souffre des fesses, parce que à cause des frottages. Vu c'est un franc-maçon. Donc, vous avez... Ces dictateurs sont venus pour le sommet climatique. Est-ce que vous avez vu Donald Trump, président élu aux États-Unis? Avez-vous vu Donald Trump dans le sommet climatique en France? Il n'était pas là. Donald Trump avait dit niet. Il avait dit le sommet climatique n'est que le sommet des détournements des fonds africains. Donc, les trois dictateurs que je vous ai cités sont venus avec des valises d'argent, des mallettes d'argent écrites France-Afrique, des valises Louis Vuitton ou Chanel ou Christian Dior, des mallettes Louis Vuitton et introduit en direction de Bercy, c'est parti à l'Élysée, Quai d'Orsay, Matignon. C'est une grande mafia. Une grande mafia. Donc, l'entreprise Bolloré est à l'origine du changement climatique. Ils ont immensement coupé des arbres en Amazonie pour les plantations d'huile de palme. Est-ce qu'en Amazonie, ça baissait la pauvreté? Niet. Au fait, les champs de palmiers sont là rien que pour rendre immensement la firme Bolloré de plus en plus friquée. Et non les populations et non les peuples. Là où Vincent Bolloré est en train de faire ses hectares de palmiers. Les hectares de ces champs de palmiers sont que des hectares destructifs, immenses, et sont contre la vie humaine de chaque être sur terre et la vie humaine des générations futures. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Alors, il y a mon frère ici qui dit, à bas les multinationales destructeurs de l'Afrique, stop au pillage des minéraux en Afrique, stop à l'exploitation illégale et à l'exploitation de nos terres. Stop Bolloré, oui, mais c'est vrai. Bolloré n'est qu'un mafieux. Il n'est qu'un mafieux, un destructeur de l'Afrique. Peuple africain, prenons conscience, s'il vous plaît. Prenons conscience que l'Afrique est à nous. Prenons conscience que l'Afrique n'appartient pas aux moutons et aux marionnettes qui sont représentés comme des présidents, mais des petits préfets de la France et des autres occidentaux, qui sont là pour jouer au rôle de la conférence de Berlin, 1884-1885, du partage de l'Afrique. Ils ne sont pas là pour le bien du peuple africain. Ils ne sont pas là pour le bien du développement en Afrique. Si on vous dit que Bolloré apporte des créations d'emplois et apporte pas mal de bonnes idées pour radicaliser le domaine de la pauvreté en Afrique, grandement faux. C'est grandement faux. Bolloré est un multinational, est égal France-Afrique. Bolloré, il a plusieurs jumelles pour regarder les terres où il y a pas mal de minéraux. Regardez en Afrique actuellement, là où Bolloré a des
des champs de palmiers. Mais il y a des gens qui habitaient là, dans ces terres, des familles. Mais ces familles étaient chassées de ces terres. Ouvrons les yeux, peuple africain. L'heure, elle est grave. Elle ne doit pas être grave pour nous, mais elle doit être grave pour l'entreprise Bolloré, l'entreprise mafieuse voleur qui détruit immensement des vies chez nous en Afrique. Ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. Voilà pourquoi, dans mes discours, je dis tout le temps, les Africains doivent s'intéresser au malheur des peuples de la RDC. Les Africains doivent s'intéresser au malheur du peuple au Gabon. Les Africains doivent s'intéresser au malheur des peuples en Côte d'Ivoire. Les Africains doivent s'intéresser du malheur du peuple au Togo. Les Africains doivent s'intéresser des problèmes immenses au Congo-Brazzaville. Les Africains doivent s'intéresser des abus sexuels envers les enfants par l'armée française, les abus passés à l'époque de Michel de Bozizé et Michel Djodjodia en Centrafrique. Il y a eu des enfants violés par l'armée française. Mais cette affaire a été camouflée. Mes peuples africains, ouvrons les yeux. Est-ce que nous faisons des enfants afin que nos enfants deviennent des victimes de ces blancs 666 multinationales de merde? Est-ce que nous faisons des enfants pour qu'on abuse après nos enfants en Afrique? Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. L'Afrique n'est jamais sortie du domaine, au fait, de l'esclavagisme. L'esclavagisme avec les chaînes, soi-disant, ça a été aboli. Mais il y a une autre forme d'esclavagisme. Esclavagisme moderne. Moderne, elle est plus mortelle que l'esclavagisme avec des chaînes. Regardez aujourd'hui, même dans des entreprises qui embauchent des gens, on vous donne un contrat. On vous dit, vous commencez du matin par exemple à 8 heures, vous devez finir à 5 heures. Mais il y a des entreprises qui disent aux gens de finir leur travail, non à 5 heures, mais à minuit ou 1 heure du matin. Et quand il y a des gens qui refusent, qu'est-ce qui se passe? On les dégage de l'entreprise. Licenciement direct. Donc vous voyez, c'est de l'esclavagisme aujourd'hui moderne qui se passe même dans des entreprises. Regardez les millions de chômeurs qu'il y a en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les pays soi-disant développés, des pays qui ont immensement des entreprises, il peut avoir le chômage, il peut avoir une misère immense, mais c'est voulu parce que pourquoi? Nous avons aujourd'hui, dans ce monde qui est un monde barbare, un monde sans pitié, un monde où les multinationales, c'est eux qui gouvernent en réalité. C'est pas Donald Trump qui gouverne les États-Unis, c'est pas Emmanuel Macron qui dirige la France. C'est pas Angela Merkel, qui est la patronne en Allemagne, mais c'est les multinationales. Ouvrons les yeux, peuple africain. Regardez des élections volées au Gabon. Les Gabonais vont aux Nations Unies. Ils vont protester tout le temps. Les Congolais protestent tout le temps. Est-ce que ça a amené des changements? Mais non, tout cela sont des dictateurs. Tout cela soutiennent des dictateurs. La libération de l'Afrique ne viendra pas de cela, de ces Européens véreux ou des États-Unis, mais elle viendra des Africains eux-mêmes, avec leur détermination catégorique et ferme. La parole, elle est plus tranchante qu'une arme. L'arme, elle tire pour éliminer des vies. Mais la parole, elle reste. La parole, elle traverse la peau et des os. Mais ce n'est pas toute parole
Il y a des gens que Dieu a donné une force en eux quand ils parlent. Ça traverse partout. Donc écoutez bien. Sortons de l'imbécilité. Nous avons affaire à un Vincent Bolloré qui est pire que Al Capone, qui est pire que la mafia italienne, qui est pire que la mafia qui se déroule au Vatican. Mes chers amis, mes chers parents africains, ouvrons les yeux. Nous ne sommes pas des peuples imbéciles, nous ne sommes pas des peuples bêtes, mais des peuples éveillés d'intelligence et des peuples qui devons être debout contre la tyrannie des multinationales, vampires, cannibales, destructeurs de toute vie. Nous devons ouvrir les yeux. Peuple africain, je vous demande, arrêtez d'écouter les musiques du monde, arrêtez d'écouter les musiques Zouklov, arrêtez d'écouter les musiques africaines pour bouger les fesses. Aujourd'hui, le peuple africain doit écouter des musiques révolutionnaires, des musiques de révolution qui vont faire à ce que l'intelligence de l'homme africain va de plus en plus augmenter pour échapper à sa destruction. Parce que le projet des multinationales, 666, occidentaux 666 de merde, une Afrique meilleure sans le peuple africain. Ils veulent d'une Afrique meilleure pour eux. Ils veulent d'une Afrique sans un Africain sur la terre africaine. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. En RDC, il y a des juifs qui sont là-bas, qui ont la nationalité congolaise. Au Congo-Brazzaville, vous avez des juifs qui ont la nationalité congolaise. Même au Gabon, même des Libanais qui sont dans nos terres. Est-ce que nous pouvons avoir la nationalité juive d'Israël? Est-ce que nous pouvons avoir la nationalité du Liban, des Libanais? Non. Mais eux, ils ont nos nationalités. Ouvrons les yeux. Ils ont nos nationalités parce que il faut voler immensément les minéraux en Afrique. Il faut détruire. Il faut détruire toute vie en Afrique. Il faut détruire toute génération en Afrique. Voilà pourquoi au XXIe siècle, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, s'il vous plaît. There's nothing small about... Très longtemps, il faudrait qu'un jour qu'on rejoigne un groupe, c'est formidable, on est un camp de gitans. Nous allons suivre toujours Vincent Bolloré, un ami soi-disant, qui nous veut du bien. Mais en réalité, non. Des tas de choses, chacun y amène ses talents, son talent, ses capacités, ses compétences. Donc le groupe Bolloré, c'est un camp de gitans. C'est un peu ça, si vous voulez, c'est un camp de gitans. Il y a une chose, comme dans tous les camps de gitans, il y a le roi des gitans. Et tout le monde le connaît. Bonsoir et bienvenue dans ce hors-série de complément d'enquête. L'homme que vous venez d'entendre, c'est un ancien grand flic, Ange Mancini, qui est devenu aujourd'hui le bras droit de Vincent Bolloré en Afrique, qui parle de son patron comme du chef d'un clan de gitans. Mais qui est vraiment Vincent Bolloré? Est-ce que c'est un gitan ou bien un pirate du capitalisme qui lance des raids contre Bouygues, Havas ou Vivendi? Ou alors, est-ce que c'est un entrepreneur génial, capable de sauver l'entreprise familiale avant de s'imposer dans le transport en Afrique, dans les médias ou dans les voitures électriques? Bolloré, un ami qui vous veut du bien, c'est notre portrait dans ce hors-série de complément d'enquête.
Vincent Bolloré n'a jamais beaucoup aimé qu'on parle de lui, mais l'été dernier, il s'est trouvé sous les feux des projecteurs lorsqu'il a pris le contrôle de Canal+ et brutalement éjecté la plupart de ses dirigeants. C'est à ce moment-là qu'on a eu envie d'en savoir plus sur ce patron puissant et secret. Tristan Walex a enquêté 6 mois pour complément d'enquête. Vincent Bolloré et ses proches ont ouvert quelques portes, mais pas beaucoup. C'est une enquête qui a souvent ressemblé au jeu du chat et de la souris. Et finalement, Vincent Bolloré n'a pas apprécié le portrait. Il nous l'a fait savoir. On y reviendra tout à l'heure. Pour parler de tout ça, nous sommes venus nous installer ici à la Cité du Cinéma, à Saint-Denis, pour retrouver Richard Sénéjoux. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes journaliste à Télérama et avec vous, tout à l'heure, on commentera la stratégie de Vincent Bolloré dans les médias en général et à Canal+ en particulier. Mais d'abord, on regarde ensemble cette enquête qui a fait beaucoup de bruit. Elle est signée Tristan Walex, Mathieu Régnier et Michael Bozo. Depuis la tempête qu'il a déclenchée en s'emparant de Canal+, il avait soigneusement évité la presse. Ça va bien? Ouais. Comment ça va? Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, le discret milliardaire a donné rendez-vous à la maire de Paris, devant les caméras. Bon, c'est le bus qu'on vient voir, là, le tram. Ouais, je suis confus, non mais j'ai Non, honte. non. Mais c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Voilà, monsieur. L'entrepreneur voudrait que les flashs crépitent autour de son tramway électrique flambant neuf. C'est que les stations se déposent en quelques heures. Celui qui a mis un grand coup de pied dans le PAF n'est pas là pour parler de lui. Peut-être vous pouvez sortir le bras, s'il vous plaît. Voilà, qu'on voit le bras. Pouvez-vous sortir Regardez. le bras, s'il vous plaît. Vous prenez parfois plus discret. Qu'est-ce qui fait que là, vous décidez de convoquer les journalistes? On ne s'est pas convoqué les journalistes. Parce que c'est un complément d'enquête qui font, voilà, pour France, je ne sais pas combien, 3 ou 2. Là où je suis opérationnel, c'est-à-dire sur le stockage d'électricité, je suis là. Là où je suis conseiller de surveillance, je suis pas là. Si c'est ça votre question. Voilà. Est-ce que vous avez vu la Blue Summer? Le nouveau mania des médias préfère jouer les vendeurs de voitures. C'est notre prochaine voiture. On ne parle que de ça. Non. Si. Moi, j'ai fait l'effort de venir, vous faites l'effort Donc, de répondre. Je ne parle que de la conservation de l'énergie. Merci beaucoup. Une heure sur les Champs-Élysées sans jamais évoquer les affaires qui fâchent. Les dossiers qui, depuis quelques mois, font de Vincent Bolloré le patron le plus redouté de France. Actuellement, il passe pour le croque-mitaine. On a un peu l'impression que certains parents disent si tu t'entends pas très vite, je vais aller chercher Vincent Bolloré. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation, désinformation. Vincent Bolloré serait-il victime de son audace? Un visionnaire intrépide, au génie incompris. Depuis 30 ans, le patron boulimique avale les entreprises. Il investit partout, tout le temps. Sa technique, le coup de force. Il touche à tout, renverse la table, coupe les têtes. Un patron au Karcher qui vire plus vite que son ombre. Chez Canal, personne n'a vu venir le tsunami Bolloré. Se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. Guignol de l'info mise au pas. Émission censurée. L'esprit Canal à la sauce Bolloré. Ce qui change avec Bolloré, c'est qu'il y a une décision, une espèce de fait du prince qui est décidée depuis le sommet. On n'est pas informé, on ne dit pas la vérité. Quand on pose des questions, on nous ment. Il y a des endroits où il y a un peu des habitudes, des conforts, des petites traditions. Bon, c'est sûr qu'il secoue la machine quand il arrive. Il veut tout voir, il veut tout contrôler, il veut surtout tout comprendre. Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ses affaires. Quand il vient, il visite toutes les usines, il va dans les laboratoires, il discute avec le gars qui est sur la paillasse pour lui demander ce qu'il fait, à quoi ça sert, etc. Donc il est comme ça, il va donner son avis. Comment a-t-il fait d'une fabrique de papier à cigarettes à 2 francs une puissante multinationale qui pèse 15 milliards d'euros? Voyage en territoire Bolloré, des usines de batteries jusqu'aux ports africains, en passant par les plantations d'huile de palme, le côté obscur de son empire. Ça, c'est le côté caché de Bolloré que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est ça qui lui donne de l'argent, c'est ça qui lui procure beaucoup de l'argent. Il est très puissant, Bolloré. Il a l'expertise, mais également il a le relationnel. Donc les deux jouent en sa faveur, forcément. Donc il sait tisser le lien et les entretenir, non? Un industriel copain avec tout le monde, à commencer par les politiques. Il prête son yacht à Nicolas Sarkozy, charme les socialistes, la séduction, sa meilleure arme. Dans les affaires, on l'appelle le smiling killer, le
tueur au sourire. C'est un prédateur et c'est un traître. Quand il vous dit d'ailleurs « je vous aime beaucoup », ça devient très dangereux. C'est quelqu'un qui tient un double langage, c'est quelqu'un qui fait faire le sale boulot par les autres. Vous savez ce que disent les gens à Paris quand ils parlent de lui. Vincent est tellement charmant mais si menteur. Histoire d'un businessman à la fois bienveillant et cassant, sympathique et sans état d'âme. Vincent, un ami qui vous veut du bien. Notre portrait commence plutôt bien. Le patron nous a conviés sur la terre de ses ancêtres, dans le Finistère, à Ergué-Gabéric. Tous les 16 janvier, en mémoire de son grand-père, Vincent Bolloré invite du beau monde dans son fief. Ce jour-là, nous allons assister à une étonnante cérémonie d'auto-célébration. Cette année, l'invité d'honneur est le ministre de l'économie en personne. Alors d'abord, Marie Bolloré, Julie Bolloré. Derrière Emmanuel Macron, Bernard Poignant. Conseiller spécial à l'Élysée, intime de François Hollande et ami depuis 35 ans de l'industriel breton. Comme il faut que Bernard Poignant vienne ici parce que c'est le témoin oculaire. Donc il faut que... Il y a un protocole particulier ici, il faut le savoir. Bernard Poignant est ici chez lui. 17 février 1822. Lors de la visite, tout le monde a droit à une légende bretonne. Celle d'une lignée de papetiers. Une légende qui mêle entreprise et famille depuis bientôt 2 siècles. Nous avons traversé des guerres, des révolutions. 3 rois, un empereur, 25 présidents de la République. Et chez les Bolloré, même les invités célèbrent la dynastie. Et je salue ses enfants. Cyril, Marie, et puis Yannick, qui est là, dans le coin. Il manque Sébastien. Mais vous avez compris votre tâche. Hein. Vous allez assurer le relais et la transition. Dans chacun de ses discours, Vincent Bolloré le répète, il passera le flambeau le jour précis où son groupe aura 200 ans. J'attends le 17 février 2022 avec beaucoup d'impatience, je vous assure. J'ai d'ailleurs, vous savez, sur mon portable, une application avec, bien sûr, j'ai une application avec les dates. Vous voyez, 2225 jours. Donc 2225 jours, 7 heures, 4 minutes et 14 secondes, c'est la qui? Ouais, c'est la qui. Il va se passer quoi? Qui va prendre la relève? Ah bah j'ai 4 héritiers, qui sont mes 4 enfants. Et donc, la relève sera prise par eux, ça c'est sûr. Pour avoir le long terme, il faut garder un capital familial. Parce que sinon, dans le monde normal, j'aurais été foutu dehors pour les histoires en Afrique. Tout le monde a dit, mais attends, l'Afrique, ça marchera jamais, tout le monde va mourir, faut pas y aller. Pour les voitures électriques, pour un VAS, Vivendi, j'en parle pas. Tout le monde pense que je suis absolument un nulot total. Donc quand vous avez le contrôle de votre futur, vous pouvez faire des choses sur la durée, et donc vous réussissez mieux que si vous êtes sous la domination des marchés financiers. Au royaume Bolloré, les visites s'achèvent toujours à 100 mètres de l'usine, dans le manoir du grand-père. N'attrapez pas froid en avant, on va déjeuner. Messieurs, j'étais bienvenu. Aujourd'hui, son aisance et sa réussite fascinent. L'influent homme d'affaires est courtisé par les décideurs de tous bords. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Vincent Bolloré, c'est d'abord l'histoire d'un héritier traumatisé. La société des papeteries Bolloré, dont la fondation remonte à 1822, va-t-elle disparaître? Il y a 40 ans, le jeune descendant a bien cru assister à la fin de l'empire familial. Ses ancêtres avaient fait fortune dans le papier fin, notamment le papier Bible, et surtout les feuilles à cigarettes OCB, OD, Cascadet, Bolloré. Mais à la fin des années 70, moins de fidèles dans les églises et moins de fumeurs. La mythique papeterie est au bord de la faillite et menace de licencier tout le monde. Ses meilleurs amis de l'époque, d'autres gosses de riches. Parmi eux, Laurent Dassault. Il se souvient d'un jeune homme terrifié à l'idée que son monde puisse s'écrouler. Voir l'affaire familiale qui a été dans une prospérité extraordinaire dans les années 50, la voir mourir, ça a sûrement dû le marquer d'une façon extrêmement forte, parce que une affaire familiale qui meurt, c'est sa famille qui meurt. En Bretagne, c'était un monde magique. On parlait des Bolloré dans le Finistère, les yeux s'écarquillaient. C'était une famille extraordinairement fortunée, qui vivait à égalité de toutes les grandes
familles d'Europe. Des Rothschild, des Peugeot, des Michelin, il faut bien remettre ça en place. Il ne sort pas de... C'est un fils d'archevêque. Vincent, alors jeune banquier chez Rothschild à Paris, rachète la papeterie familiale surendettée pour 2 francs symboliques. Il part en Bretagne assurer les ouvriers. Vincent Bolloré, il était tout jeune quand il est arrivé en 81, il avait 29 ans. Jean-René Legarce, régisseur du château des Bolloré, était à l'époque conducteur de machine et délégué CGT. Il a reçu tout le monde avec son savoir-faire et il nous a un peu hypnotisés. C'est-à-dire C'est-à-dire que son discours nous convenait. On sentait bien que cette personne-là avait quelque chose d'exceptionnel. Moi, je l'ai tout de suite remarqué et j'avais dit à mes amis, celui-là, il ne faut pas le louper. Parce que si on ne prend pas le train en marche, vers Guy Galéric, c'est fini. Il n'y aura plus d'usine, il n'y aura plus de Bolloré, il n'y aura plus rien. Le fils Bolloré annonce pourtant une série de mauvaises nouvelles. D'abord, l'abandon de l'activité centenaire, le papier. Là, vous êtes au cœur de la papeterie, une machine à papier carbone à côté, une machine à papier à cigarette ici. Pour redresser les comptes, il propose des solutions radicales. Les salariés vont se laisser envoûter. Une petite place avait été instaurée là, pour mettre 4 ou 5 palettes. Et il est monté sur les palettes, et puis les gens étaient tous derrière. Et il leur a expliqué un peu la stratégie qu'il voulait mettre en place. Et que c'était lui qui allait prendre la suite de l'entreprise familiale. Il passe avec les salariés un accord avec les syndicalistes, un accord assez dur aujourd'hui, qui serait, à mon avis, extrêmement contesté, qui consistait à garder tous les emplois, mais à baisser le salaire. Personne ne s'attendait à ce qu'il attendait, ce qu'il a dit. Personne. D'abord, ça ne se faisait pas. On n'avait jamais entendu un jeune patron de 29 ans qui prenait le pouvoir dire « je vous demande de baisser vos salaires ». C'était leur mensonge. C'est vrai que son état. C'était vrai qu'il voulait s'investir totalement pour reprendre cette entreprise familiale qui allait disparaître du monde de l'industrie. C'est le charisme. Pourquoi ce jeune homme avec un visage beau gosse en plus, il faisait très hollywoodien. C'est le charisme, c'est comme ça. Il y aurait quelqu'un qui serait monté à sa place, il aurait pu échouer. Le jeune repreneur va tout dépoussiérer. Les papeteries Bolloré deviennent Bolloré Technologie. Fini de papier à cigarette, place aux produits de son époque, comme les sachets à thé ou le film plastique. Alors que le dollar explose, il mise tout sur l'export aux États-Unis. Il change tout, mais garde les salariés, dont beaucoup, 3 décennies plus tard, sont encore à côté. Le virage, il est très fort, c'est de se de tout ce qu'a fait précédemment sa famille. C'est quoi? C'est de faire de la diversification tout azimut pour pouvoir justement parer les contre-coups d'activités qu'on peut avoir, parce que ça existe toujours, une activité, ça naît, ça vit très bien, puis ça meurt. La success story est en marche. Vive la jeunesse, disent les L'héritier visionnaire rayonne et devient à 35 ans le symbole de l'entrepreneur innovant. Le manager de l'année. Voilà, ça c'est le film de plastique qu'on fabrique. Il est 10 fois plus fin qu'une feuille de papier à cigarette. Les grands chimistes mondiaux ont essayé de le faire. Ils ont raté, nous on a réussi. La renaissance des Bolloré passionne la presse des années 80. Regardez à côté de vous, je vous ai réservé une surprise, un petit test qui s'impose pour un Bolloré. Vous avez un paquet de papier à cigarette, vous le prenez et vous m'enroulez une. Alors, réellement vitaliser, dynamiser cette entreprise qui était moribonde. Il reprend le nom Bolloré pour le faire rejaillir. On est leader mondial sur les créneaux technologiques. On a une gestion sociale extrêmement participative. On s'intéresse à notre environnement régional et en plus on gagne de l'argent. Ça, ce sont des qualités assez rares. L'entrepreneur à qui tout sourit multiplie les paris. Les bénéfices de l'entreprise familiale, il les réinvestit dans de nouvelles niches, comme la manutention portuaire ou la distribution d'énergie. Il mise des centaines de millions en bourse et devient milliardaire en moins de 10 ans. Chaque fois qu'il fait une plus-value, il engrange du fric. 1 milliard ici, 600 millions là, et donc il a une caisse et il continue de monter. Ça fait des frayeurs à la famille. Quand il se lançait dans les opérations financières, je me souviens de son oncle qui était très inquiet en disant « mais nous en à nous ».
car le plus fou de ces paris aurait bien pu faire vaciller l'empire Bolloré. Dès le début des années 90, l'héritier va tout miser sur une invention. Un gouffre financier, mais qui, espère-t-il, finira un jour par assurer la survie du nom Bolloré. Il y a 25 ans, Jean-Marc Mété dirigeait l'équipe d'ingénieurs qui a fait la découverte. Un secret technologique bien gardé, une batterie électrique d'un nouveau genre, imaginée grâce à l'activité historique du groupe, le film plastique ultra fin. Vous êtes dans un atelier de finition de la production de la batterie. La particularité de Bolloré, c'est qu'en fait, dans nos procédés, on passe notre temps à embouler du fil, dérouler du fil, couper du fil. En fait, une batterie, c'est une feuille OCD un peu améliorée. Voilà, c'est 3 feuilles OCD arrangées, dirons-nous, effectivement. Vincent Bolloré, dès l'époque, vous a dit, écoutez, moi ça me semble intéressant, et si on le fait, on le fera que si ça débouche sur une activité, une application qui me tient à cœur, que sont les voitures électriques. Pour la première fois de sa vie, Vincent Bolloré accepte de perdre de l'argent. Beaucoup d'argent. Le projet, on l'a lancé en 1991. Nous sommes en 2016 et aujourd'hui, c'est une activité qui a globalement, qui n'a pas encore trouvé son régime de croisière pour avoir la rentabilité. 3 milliards d'euros déjà engloutis dans sa batterie. Et l'industriel continue de dépenser toujours plus. En 2010, il convainc la mairie de Paris de lui confier Autolib, un système de location de voitures électriques, en promettant d'investir 50 millions d'euros. À l'époque, le milieu de l'automobile est encore sceptique. Les rares à y croire depuis le début sont ses amis de 30 ans, devenus ses collaborateurs. On lui rit au nez. Mais en plus, même quand il vient la proposer à de grands constructeurs qui se moquent de lui, enfin, c'est quoi ce petit breton là, qui va venir nous dire comment on va faire une batterie pour faire une voiture électrique. Le flou naturel des gens, si quelqu'un réussit quelque chose et tout le monde essaie de faire pareil que ceux qui ont réussi. Seulement, il y en a qui ont la vision du coup d'après. Et Vincent, c'est du coup d'après, peut-être même des fois de 2 ou 3 coups à l'abandon. C'est un autre de ses vieux potes qui va piloter Autolib. Aux grands experts de l'automobile, l'industriel préfère son copain René-Georges Kéry, un fan de la première heure. Cette voiture, elle a été largement supervisée dans sa conception et dans sa construction par Vincent. J'ai pu voir en direct quelles étaient ses qualités de boss. C'est vraiment un boss. Aujourd'hui, 17 000 Autolib sont loués chaque jour. Mais à en croire son lieutenant, le PDG voit déjà plus loin. Si les choses se font normalement, en principe, on peut imaginer, envisager qu'un tramway électrique soit installé le long des quais. Et puis on peut également imaginer des navettes de bateaux électriques sur la Seine. La stratégie de Vincent Bolloré, ça n'est pas la voiture électrique. Sa stratégie, c'est la batterie, c'est le stockage d'énergie. C'est l'avenir, c'est l'énergie des 2 siècles qui viennent que Vincent est en train de mettre en place. Un visionnaire qui développe l'énergie de demain. Voilà l'unique version de Bolloré à laquelle nous aurons droit tout au long de notre tournage. L'entrepreneur nous avait promis à plusieurs reprises une interview en tête-à-tête. Ça le faire après. On a déjeuné de toute façon. Oui. On pourra faire ça en avoir un. C'est vous qui devez venir me voir et qui attendez un rendez-vous. J'aimerais bien. C'est qui m'a envoyé un petit rendez-vous. Par texto, c'est toujours le bienvenu. Et quand vous attendez. Finalement, il refusera d'évoquer ses autres activités. À commencer par l'Afrique. Depuis bien longtemps, c'est pourtant le cœur de son empire, là d'où il tire plus de 80% de ses bénéfices. C'est donc sans lui que nous sommes rendus au Cameroun. Excusez-moi, vous avez bien entendu, Laousk, hein? Il a pas mal ses bénéfices, plus de 80%. C'est où? En Afrique. Mais attention, Vincent Bolloré, il ne s'est pas fait que de l'argent derrière le papier, hein? À roulette, des cigarettes. Non, Vincent Bolloré, les véhicules auto, hein, électriques qui sont en France. Vous savez quoi, mes chers parents africains?
il faut boycotter tout ce qui est à Bolloré. Ne pas louer ces voitures électriques, ne pas prendre les vélos pédalés électriques dans Paris. Les vélos là, ça appartient à Vincent Bolloré. Mais Vincent Bolloré, toute sa fortune, il s'est fait cette fortune comment? La France-Afrique. La France-Afrique. Regardez tous les socialistes, la droite, la France en marche. Vincent Bolloré est derrière eux. Hein? Devant avec eux. Pourquoi? Parce que, au fait, Vincent Bolloré, c'est l'un des Français qui a été préparé depuis, à l'époque de Jacques Chirac. On lui a préparé, depuis, pour qu'il puisse succéder à Focard et qu'il devienne un homme excessivement puissant. Et Vincent Bolloré aujourd'hui, c'est une cible, un élément vampire Dracula pour écraser toute résistance africaine qu'il veut en découdre avec les dictateurs. Vincent Bolloré, 80% de ses bénéfices qu'il se fait en Afrique, il n'y a pas que ça, il y a pas mal d'argent, des valises, des mallettes de la France-Afrique que les dictateurs lui donnent. C'est de cela que je voulais vous faire part, s'il vous plaît. Nous allons continuer ce reportage de Bolloré pour que vous compreniez bien qui est Bolloré. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Depuis 3 décennies, l'homme d'affaires breton y a investi un peu partout, dans des secteurs qu'il n'aime pas vraiment mettre en avant, mais qui lui rapportent énormément. Parmi ses activités, l'huile de palme. Depuis 1995, il est actionnaire d'un groupe financier luxembourgeois qui gère des participations dans des dizaines de milliers d'hectares de plantations. La marge frôle les 50%. Le résultat annuel, 260 millions d'euros. Grâce à Emmanuel Elong et Laurent Mwandé, 2 syndicalistes, nous avons pu pénétrer au cœur de l'empire noir de Vincent Bolloré. À 2 heures de piste de Douala, ils vont nous présenter des ouvriers payés à la tâche, à peine plus d'1 euro par jour. 1 euro par jour, imaginez 1 euro par jour. Est-ce qu'en France on paye? La minorité la plus pauvre. Ah non, ça fait mal. Ce sont souvent eux. Ça fait mal, peuple africain. Est-ce qu'en France, on paye 1 euro par jour à des salariés? Non, 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 non. C'est aberrant. Eux qui acceptent ce travail physique. Récolter des noix de palme qui produiront de l'huile. Tu leur expliques un peu ton travail? Comment ça marche? Le travail n'est pas facile. Et puis, sur les palmiers, on brille de la hauteur. Ça pèse lourd Et c'est hyper lourd. La hauteur, là, c'est déjà dur pour soulever. Si ça pèse, il faut être fort pour soulever ça. Ils ont des protections? Non, non. Tu vois, je venais de dire tout à l'heure, c'est un travail